et dans cet épisode, je reçois Yannick, un entrepreneur qui a créé un SaaS pour les marchands de biens. Vous connaissez mon appétence pour l'immobilier et particulièrement pour l'activité de marchand de biens. Donc quand j'ai connu le projet de Yannick, j'ai de suite voulu l'interviewer. D'autant que Yannick a un super produit et qu'il a un parcours énorme avec un premier exit de sa première boîte qui est dans un tout autre domaine. Je vous laisse sans plus attendre avec l'interview. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Yannick. Merci Yannick d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter simplement, en quelques mots, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis ? Alors déjà, merci de m'avoir invité. Donc Yannick, j'ai 36 ans, entrepreneur dans l'âme, papa de 3 enfants, dont un dernier qui vient d'arriver, et passionné d'immobilier depuis pas mal d'années. Parfait, c'est synthétique, on a bien Voilà. compris, on en parlera dans la deuxième partie de l'épisode. J'aimerais juste qu'on reparte quelques années en arrière. Est-ce que tu peux nous parler de quel enfant t'étais dans la période, pas trop non plus enfance, mais limite adolescence, entre tes 10 et tes 15 ans ? Alors entre mes 10 et mes 15 ans, alors moi j'étais prédestiné à faire une carrière dans le foot. Enfin c'est ce que je pensais, du moins. Donc je suis parti en centre de formation à Nancy, à Beauvais pendant à partir de 14 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc c'était vraiment ce que je voulais faire à la base. Dans ma famille, voilà, il y a des footballeurs, etc. Donc c'était vraiment mon objectif. Bon, au final ça s'est pas fait, malheureusement. Donc je me suis orienté plutôt vers une carrière dans la santé. Ok, et pourquoi avoir choisi ça plutôt qu'une autre carrière dans d'autres milieux ? T'avais des prédestinations ? Dans le foot? Non, plutôt dans la partie ostéo, ouais. Dans la partie ostéo, je me blessais tout le temps. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait être, ça pouvait me permettre d'intégrer le milieu du sport, Ouais. mais via la santé, du Ok. coup. Donc c'était surtout, voilà, c'était l'objectif au départ. Et à part le foot et cette partie-là un petit peu ostéo, est-ce que t'avais d'autres passions ? Non, c'était surtout le sport. Moi, j'étais vraiment très, très sportif. Je vivais que pour ça. Que pour le foot. Ouais, que pour le foot et pour les copains, bien sûr. Supporter de quel club ? De Paris, bien sûr. Évidemment. J'ai eu la chance, mon oncle a joué au PSG, donc Ah j'ai- ouais, ok. Voilà, donc j'ai Donc- eu la chance de vivre tout ça. Bon, c'était il y a quelques temps, mais voilà. Et de baigner un petit peu dans De ces baigner, ouais. débuts du milieu Tout à professionnel fait. qu'il peut y avoir par rapport au foot. Tout à Ok. fait. C'était quoi ton rapport avec l'argent ? Alors cette question, elle est vraiment pour qu'on comprenne, est-ce qu'il a évolué par rapport à maintenant ? Il y a souvent des entrepreneurs qui avaient une frustration financière importante. Est-ce que c'était ton cas ? Alors moi, j'ai pas eu de frustration financière. Franchement, j'ai eu la chance d'être dans une famille. Alors, je vais pas dire qu'on était riche, mais voilà, on pouvait avoir ce qu'on voulait. Si j'avais besoin d'une paire de chaussures, j'avais une paire de chaussures. Voilà, j'avais ma chambre avec ma télé, voilà, on n'était pas à plaindre. Mais encore une fois, voilà, on n'était pas non plus. On avait la valeur de l'argent. Donc sur ce point, voilà, assez structuré, pas de manque. Ok. Et tes parents, ils étaient plutôt dans le milieu de l'entrepreneuriat ? Pas forcément. Est-ce que ça t'a inspiré de faire pareil qu'eux dans leur modèle ? Ou alors t'as voulu faire l'inverse, l'opposé ? Mon père, il s'est révélé entrepreneur à 45 ans. En Ok. fait, il a été salarié toute sa vie, commercial dans plein d'entreprises, etc. Et au bout d'un moment, il s'est dit, moi, je vais créer mon entreprise, donc vers les 45 ans, dans le T'avais quel âge à ce moment-là ? moi, je devais avoir 12-13 ans, je pense. Voilà. Donc entreprise de transport. Je l'ai vu en bavé parce que c'est un secteur qui est quand même assez complexe avec des horaires particuliers, une gestion du personnel très très compliquée. Pendant mon adolescence, j'ai vachement travaillé aussi avec lui en tant que chauffeur, manutentionnaire. Donc ça m'a donné quand même une certaine valeur du travail. Et ça t'a donné envie d'entreprendre ou alors au contraire t'as vu tous les désavantages qu'il y avait dans l'entrepreneuriat ? Non, ça m'a donné envie d'entreprendre. Après, globalement, dans toute ma famille, il y a quand même pas mal d'entrepreneurs, donc dans le transport, beaucoup. Donc ça m'a quand même, voilà, dès le départ, je savais que je voulais pas être salarié, que je voulais monter mes propres entreprises et pouvoir, voilà, faire un peu ce que je veux et pouvoir développer des choses. Ça, Ok. c'était vraiment, dès le départ, c'était clair pour moi. Ça marche. Tu fais quoi comme études supérieures quand tu te rends compte que le foot c'est pas fait pour toi finalement d'avoir une carrière professionnelle ? Tu fais quoi comme études supérieures et jusqu'à où tu vas ? Du coup, je me retrouve à 18 ans au moment de passer le bac et là, je savais pas trop quoi faire du coup. Donc c'est là que je m'oriente vers l'ostéopathie parce que j'ai un cousin qui est ostéopathe. Du coup, je me dis bon, ça a l'air pas mal, 50 € la séance à l'époque. Il fait tant de séances. Je me dis bon, ça peut être intéressant. Je pourrais aller dans le foot ou dans d'autres sports.
Donc voilà, ça pourrait être pas mal. Donc je m'inscris en école d'ostéopathie, je fais mes 5 ans d'ostéopathie. Donc ça me plaît, En ça me plaît. France? Ouais, en Ouais. France, dans une école en région parisienne. Ok. Je fais pas mal de stages en milieu sportif, au Stade Français, des choses comme ça. Donc voilà, ça me plaît pas mal. Et en fait, si tu veux, en dernière année, enfin dans les 2 dernières années, on fait des consultations dans l'école. Donc c'est des consultations qui sont moins chères. Et notre école, elle était dans un quartier d'affaires. Donc je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent, qui sont des travailleurs de bureau, et qui ont des douleurs un peu partout et qui viennent régulièrement. Et je me dis, bah, pourquoi est-ce qu'on va pas directement en fait dans leur bureau? Et donc c'est là que me vient l'idée, donc vraiment en dernière année d'ostéopathie, et je signe mon premier contrat alors que je suis même pas diplômé. Du coup, ça a été plus vite que, que prévu. Donc je signe mon premier contrat avec une grosse entreprise, bah, juste avant mon diplôme. Et en fait, voilà, du coup, bah, je commence la partie entreprise directement à la fin de mes études, en même temps que mon cabinet. Ok, et c'est quoi que tu vends finalement à cette entreprise? C'est quoi l'idée que tu as? Alors la première idée, c'est en fait, et ça n'existe pas en France, donc on était vraiment les premiers à le proposer, c'était en 2011, c'est d'envoyer un ostéo qui vient régulièrement, donc toutes les semaines, et qui prend en charge les salariés dans une salle de l'entreprise comme si c'était un cabinet. Avec, ils s'inscrivent, système de prise de rendez-vous, etc. Et donc ça n'existait pas, tous les gens allaient habituellement en cabinet. Et il y avait un modèle à l'étranger qui existait déjà sur ce même principe-là ou pas Non, forcément? non, il y avait pas du tout de modèle. Mais en fait, moi, je me suis dit, voilà, en fait, quand on voit en cabinet les gens, ils peuvent jamais venir la journée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le télétravail, c'était beaucoup plus compliqué de s'organiser. Donc, ils demandaient que des rendez-vous le samedi ou alors ils y allaient pas du tout. Et c'est en plus une période, 2011, l'ostéopathie, ça vient d'être reconnu en Hmm. 2018, donc 2008, pardon. Donc c'est vraiment tout récent, ça prend un certain engouement. Et dans les entreprises, on parle de plus en plus de problèmes liés aux douleurs des salariés. Donc voilà, je me dis c'est le bon moment. Au début, pas facile du tout, puisque c'est tout nouveau. Et donc bah, toutes les entreprises, ça leur faisait un peu peur. Donc les premières entreprises qui nous ont fait confiance, c'est des entreprises américaines, notamment Google, chez qui on a intervenu en fait dès le Ok. départ. Et ça nous a donné un bon coup de boost en termes de crédibilité, en termes de communication, etc. J'imagine que le bien-être au travail, c'était pas encore aussi répandu que aujourd'hui ça l'est sur LinkedIn où c'est Mm. même une thématique qui est les plus abordées en thématique, etc. Le bien-être au travail, le salarié au centre de la société, etc. Comment t'as fait pour faire, même peut-être pas du lobbying, mais pour le faire comprendre aux employeurs que ça peut être intéressant et qu'il peut y avoir une répercussion financière parce que c'est ce que regarde l'employeur Très très finalement. compliqué au départ. Très très compliqué. Les 2 premières années, donc on avait quelques grands comptes. Donc on avait la Fnac, on avait Google, voilà, on avait 4-5 boîtes comme ça qui tournaient bien, mais quand même très compliqué. Et 2013, on a sorti en fait une nouvelle chose, c'est qu'en plus des consultations, on a proposé aussi de la formation. Donc toujours les mêmes ostéopathes qui venaient et qui faisaient du coup des formations sur les postures. Et en fait, ça, si tu veux, en France, c'est dans le code du travail. Tu es obligé, à partir du moment où tu as des salariés, de les former sur les postures de travail. C'est obligatoire. Je savais même pas. Et Ok. voilà. Et en fait, ça se faisait beaucoup, mais avec des formateurs entre guillemets lambda. Et nous, on a apporté le concept. Voilà, nous, nos formations, c'est des ostéos. Et là, poum, ça a explosé. Ok. Voilà. Et là, ça a été vraiment ce qui nous a fait connaître. Et en fait, après, une fois que tu rentrais dans l'entreprise par la formation, bah, tu pouvais placer la partie consultation. Et c'était Service. beaucoup plus Ok. simple. Ça marche. Quel engouement ça prend cette société-là tu es à côté ostéopathe aussi avec dans ton propre cabinet. Comment ça se passe sur l'évolution de ces deux activités? Bah, du coup, le cabinet, donc je l'ouvre aussi directement à la fin de mes études. Donc je vais pratiquer pendant 2 ans dedans, où j'arrive à cumuler les deux. Mais au bout de 2 ans, quand la partie formation commence vraiment à se développer, c'est plus possible parce qu'on commence à recruter des salariés. On a de plus en plus d'ostéopathes à gérer. Du coup, là, j'arrête complètement la partie ostéopathie et je me consacre vraiment. Alors, je faisais du coup, moi, au départ, beaucoup de formations pour les premiers clients. C'est moi qui intervenais énormément. Et après, sur la partie commerciale, toute la gestion, la gestion de l'entreprise, des salariés, etc. C'était quoi le modèle financier de l'entreprise? C'était des ostéopathes en freelance qui venaient pour vous et que vous placiez finalement dans les différentes sociétés, qui vous facturaient, etc. Enfin bref, ils prenaient une part de ce que vous allez facturer. Ou alors c'était des ostéopathes salariés de votre boîte. Comment ça fonctionnait? Uniquement du freelance.
Parce qu'en fait, si tu veux, c'est sur la partie formation, c'est quand même très cyclique. Donc, tu as des périodes fin d'année où là, tout le monde veut faire des formations. Mai, juin aussi. Mais après, le début d'année, c'est très calme. Milieu d'année, très calme aussi. Du coup, tu peux pas. C'est très compliqué d'avoir des salariés. Donc, dans la formation, il y a vraiment très peu d'organismes qui fonctionnent comme ça. Et surtout que nous, ce qu'on vendait, c'est que les ostéopathes, du coup, avaient aussi leur cabinet. Et ça, c'était obligatoire. Parce que c'était leur valeur ajoutée, c'est qu'ils sont en cabinet libéral et en plus de ça, ils veulent se diversifier et vont faire de la formation. Donc nous, on facturait directement des forfaits jours à l'entreprise et l'ostéopathe nous refacturait derrière. Une part de la prestation. Ok, ça marche. Il y avait d'autres, un autre modèle économique, il y avait d'autres sources de revenus pour cette société-là, ou c'était plutôt que la partie service et formation Uniquement la partie service. qui est déjà très Ouais, bien. non, uniquement la partie service, sachant que ça va très vite puisque tu es obligé, comme je t'ai dit, tu es obligé de former tous les salariés. Donc on avait des contrats avec des grosses structures dans la grande distribution où on pouvait former 4-5 000 personnes dans l'année, donc par groupe de 10. Donc tu vois, ça fait tout de suite du volume important. Et nous, c'était notre force, c'était de pouvoir intervenir vraiment sur toute la France, sur des gros groupes. Donc on a fait des projets où le même jour, on avait 100 ostéopathes qui intervenaient sur toute la France. Ouais, c'est énorme. Ouais, non, c'était Des prestations. on avait 1500, à la fin, on était à 1500 ostéopathes qui travaillaient régulièrement pour nous. Ok, génial. Et cette activité-là, elle s'est terminée finalement il y a quelques années. Comment ça se termine? Alors, elle s'est terminée en fait récemment, l'année dernière, puisque j'ai revendu la société il y a 4 ans. Un très gros groupe américain qui est en fait leader mondial sur les accessoires de bureau. Donc tout ce qui va être repose-pied, bras porte-écran, bureau assis debout, toutes ces choses-là, qui voulaient avoir la partie produit et la partie service. Donc je reste pendant 3 ans pour accompagner la transition. Et au bout des 3 ans, du coup, voilà, je me dis, voilà, moi, je peux pas, en fait, j'arrive pas à être salarié. C'est trop compliqué. Psychologiquement, j'arrivais pas à suivre les notions de hiérarchie, Ouais. Et en plus, de tu es règles. salarié de ta propre Ouais, boîte. salarié de Donc, ma c'est propre des boîte. contraintes un peu Très, très supplémentaires. compliqué. En plus, très gros groupe. Donc Ouais. là, tu rentres dans tes process. Moi, j'ai une façon de fonctionner dans le business. Je suis un peu foufou. Je tente beaucoup de choses. Là, c'était pas comme ça. Voilà, c'était structuré, ce qui est normal. Quand t'es un groupe, c'était un groupe, tu vois, il y avait 5000 salariés. C'était présent dans le monde entier. Donc, tu peux pas faire ce que tu veux. Ça se comprend. Mais moi, c'était pas, je pouvais pas. Donc, c'était, voilà. Donc, ça s'est bien fini, hein. C'était, de toute façon, je devais rester 3 ans. J'aurais pu rester plus si je le souhaitais, mais je me sentais plus épanoui. Dans ce que je faisais. Ok, ça marche. Et du coup, tu décides de faire quoi l'année dernière quand tu as quitté ce job-là? Du coup, en fait, j'ai un ami un ami vraiment d'enfance qui lui aussi quitte sa société. Donc lui, il était déjà dans l'immobilier, dans un gros groupe. Il quitte sa société aussi et on échange et on se dit, ça serait peut-être le moment de se lancer. Moi, je faisais déjà beaucoup d'immobilier auparavant, lui aussi. Et donc, on se lance tous les deux en assos sur du marchand, mais en mode industriel. Ok. Voilà. Donc, c'est-à-dire? Faire beaucoup d'OP, en fait, on en faisait chacun 1 ou 2 par an de notre côté. Ouais. Et là, on se dit, voilà, on va accélérer. On est tous les deux, on a tous les deux un peu d'argent. On va pouvoir aller plus vite. Donc, du marchand de biens, c'est quel type d'opération que vous lancez? Comment vous financez? Tu dis principalement, j'imagine, en fonds propres. Et comment ça se passe? Vous visez quoi comme type d'opération avec travaux? Alors vraiment, on n'est pas très sélectif au départ sur les types Tout d'OP. ce qui est rentable. Tout ce qui a une bonne renta, on prend. Donc on fait pas mal en région parisienne. Après, t'es quand même parce qu'en fait, nous, on fait région parisienne, petite couronne. T'es quand même limité. Tu vois, les détachements de terrain et tout, t'en as pas non plus tant que ça. Donc, c'est beaucoup de réno quand même. On a des super équipes de travaux, etc., ce qui nous permet d'avoir des bonnes marges. Donc, beaucoup de réno d'appart, des terrains avec permis déposé qu'on revend comme ça. Donc, c'est surtout ce type de projet-là. Des flips assez rapides quand même. Ouais. Ok, On ça essaie marche. d'être assez rapide et on se fait financer. Alors, on fait financer plutôt avec la banque. Avec la banque? Ouais, on essaie quand même de diluer, parce qu'à Paris, tu as la problématique quand même que même un petit appart, tout de suite, ça t'entame Ça coûte cher, ouais. ça coûte cher, donc tu es obligé de passer par de la banque, ouais. Ok. C'est pas trop difficile le marché parisien? C'est un c'est peu un, difficile, ouais. c'est un marché où il y a beaucoup de monde, j'ai l'impression, et où ils attaquent des marges assez basses, parce que c'est un marché qui est très très liquide, très demandé. Comment tu l'appréhendes? Ouais, c'est vrai que t'as raison sur ce point, t'as beaucoup, beaucoup de monde, et t'en as plein qui se lancent. Nous, on voit sur certaines offres qu'on fait,
tu vois, où on calcule notre truc, on est sur une renta, nous, bah, minimum à 20 normalement, et on voit des marchands qui font des offres, du coup, bah, qui sont plus élevées que les nôtres. On se demande, mais comment, en fait, ils vont s'en sortir sur ce projet? Mm. Et il y en a plein en ce moment, du coup, pour qui c'est compliqué. Quand tu discutes avec, bah, notamment nous, avec notre banque et tout, ils ont quand même pas mal de marchands qui sont en train de liquider à perte, etc. À tous ceux qui ont du stock dans cette Ouais, ceux période-là, qui ont du stock, c'est un peu chaud. Donc nous, on a de la chance. Les biens sur lesquels on s'est positionné, c'est des biens qui sont partis assez vite, etc. On a très peu de stock. Mais ceux qui avaient du stock, ouais, qui dataient d'un peu, ils se disaient, ah, je vais attendre un peu avant de le faire, etc. Là, c'est un peu compliqué en région parisienne en ce moment. c'est quoi la vision que tu as par rapport au marché actuel, qui est beaucoup plus compliqué en 2023, qui va peut-être l'être en 2024? J'ai pas de boule de cristal malheureusement, mais c'est quoi que ta vision de ce marché-là et qu'est-ce que tu mets en place pour arriver à toujours continuer à faire des affaires? Bah, en fait, ce qui est vraiment très compliqué, c'est l'obtention des prêts. Ça, vraiment, même à titre perso, alors pas en titre de marchand, mais à titre perso, moi, je faisais beaucoup d'investissements locatifs, on en reparlera Ouais, sûrement tout à l'heure, bien évidemment. mais tu vois, typiquement sur l'investissement locatif, même moi, je me retrouvais un peu bloqué. Parce qu'avant, ça, on calculait pas pareil le taux d'endettement, ça a complètement changé, et qu'au final, aujourd'hui, bah, si tu regardes, tout le monde est entre guillemets surendetté, et plus personne peut investir. Et ça, c'est un vrai problème. Quand tu vois les actualités en ce moment, il y a une grosse actualité là sur une entreprise qui faisait du locatif voilà, qui va pas très bien parce qu'en fait, les gens n'arrivent plus à avoir de prêts. Et c'est ça qui complexifie. Au final, c'est la revente qui est compliquée. Donc, il faut vraiment que tu aies des biens aujourd'hui qui soient nickel. Tu peux plus te permettre d'avoir un bien mal exposé ou avec du bruit. Parce que sur le marché, bah, tu vas en avoir d'autres qui seront parfaits et du coup, le tien, tu n'arriveras jamais à le vendre au prix que tu veux. Parce qu'il y a une grosse baisse de la demande? Ouais, il y a une grosse baisse de la demande. Ok. Franchement, c'est... Même sur le secteur parisien? Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, nous, on le voit sur des apparts à Paris, d'amis, etc. C'est des trucs qui partaient dans la journée. Aujourd'hui, t'as pas d'appel. C'est hallucinant. Incroyable. Ouais. Et est-ce que avec les JO 2024, donc les JO à Paris, tu penses qu'il va y avoir, ça va refaire une petite montée? Tu crois en cet événement-là ou pas du tout? Moi, j'y crois pas trop. Ok. Parce que là, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, plus personne veut louer son appart. Enfin, ça bloque un petit peu au Le final marché, ouais. le marché. Tout le monde annonce des locations, enfin des prix de location records, etc. Mais est-ce que ça va vraiment être ça? Et puis, on est sur une période de 15-20 jours aussi. Donc, c'est pas non plus, OK, en locatif, tu vas gagner un peu sur 15-20 jours. Mais bon, c'est pas non plus. Non, c'est clair, c'est pas sur ça que tu fais ton Voilà. chiffre d'affaires à Voilà. l'année. Mais juste pour te dire, à titre comparatif, ce bien-là, donc il y a 2 chambres dans le bien dans lequel on tourne, il est à 280 € la nuit. Ouais. Nous, dans cette période actuelle, il est bien placé dans Paris, tu connais Ouais. bien puisque c'est un Très bien. secteur que tu travailles beaucoup, tu m'as dit. Il est à 1500 € Pour la les JO? nuitée pour les JO, ouais. Et Ouais. ils ont plus qu'une semaine de libre, quoi. Donc je me Ah suis dit, ouais, waouh, c'est c'est ouais. Ouais, c'est impressionnant, impressionnant, quoi. ouais. Franchement, les budgets sur Ouais. lesquels ils ont réussi à mettre. Donc ils vont faire un super mois, peut-être un mois où ils faisaient normalement Ah oui, et que 5-6 000 € de chiffre c'est ça. d'affaires, ils vont peut-être faire ouais, 20. 20, 25, Ouais. 30 peut-être, pour eux, tant mieux. Mais c'est pas sur ça qu'il faut tout miser. Mais par contre, est-ce qu'il va y avoir un impact économique global où il va y avoir des J'espère. investisseurs étrangers qui vont venir J'espère. sur Paris? Non, mais par contre, t'y crois pas trop? Si, franchement, bah, en tout cas, je le souhaite parce qu'il Ouais. faut que le marché reparte, ça serait bien vraiment pour tout le monde. Après, le marché du locatif à Paris, il est très très fort en fait. Ouais. Là, moi, j'ai remis récemment un appart en location, mais j'ai eu 150 appels. Ouais. C'était hallucinant. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Paris même? Paris même, ouais. Paris même, c'est de la folie. Et toute la journée, en fait, les gens, ils cherchent. C'est incroyable. Comment t'as mis le pied dans l'immobilier? Par quoi t'as commencé? Alors, comment j'ai commencé avec mon cabinet? En fait, je me suis dit, mais pourquoi je paye 1000 € de loyer tous les mois pour mon cabinet, alors qu'en réalité, je pourrais l'acheter et que les 1000 €, bah, c'est mon crédit. Donc, en fait, j'ai commencé comme ça, par un petit cabinet dans le 94, à Limay-Brévannes, donc ville que personne ne connaît. Mais j'avais trouvé un super truc dans du neuf au départ. Donc, et ce que j'ai fait, c'est que j'avais ma salle, et donc j'ai fait 3 salles. Et les 2 autres loyers, du coup, couvraient le prêt. Donc, Ok. c'est comme si moi, j'avais pas de prêt, en fait. Enfin, j'avais pas de loyer. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et En plus, c'est de la création de richesse, donc ouais. c'est énorme. Énorme, ouais. Donc voilà. Et après, moi, ma femme, en fait, c'est au moment où je me suis mis en couple avec ma femme. Et elle était dans sa famille, ils faisaient déjà pas mal d'IMO. Il y avait pas mal de marchands.
Et elle avait aussi acheté directement son premier appart qu'elle avait revendu avec une plus-value. Donc je me suis dit, oh, l'IMO, ça peut peut-être être pas mal. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé. Après, on a acheté direct notre résidence principale aussi. Et au final, j'ai jamais loué, moi, d'appartement. À part pour mon cabinet au départ. Mais Ouais. sinon, j'ai jamais loué d'appartement. T'as toujours du coup acheté, revendu, donc fait Exactement. des allers-retours comme on dit Ouais. en résidence principale. T'as fait aussi un peu de locatif. Ouais, pas mal de locatifs. Du coup, alors au départ, j'avais acheté un tout petit appart juste à côté. Du coup, celui-là, je l'ai gardé. Je l'ai mis en locatif. Donc, j'ai 2 petits apparts aujourd'hui de 30 mètres carrés qui sont en locatif. Et après, c'est surtout j'ai fait beaucoup de cabinets médicaux. Ok. Donc, j'ai une dizaine de cabinets médicaux. Donc, c'est entre 50 et 70 mètres carrés. Des rez-de-chaussée, premier étage. Où tu fais pas mal de salles. Ouais, pas mal. 3-4 salles Ouais. par local. Et avec des professionnels, du coup, qui s'installent dans les locaux. En locataire. T'as combien de rentabilité sur ces produits-là? Comment tu Alors, les sources? Comment tu mets en location? ça dépend vraiment, en fait. Tu vois, j'en ai un dans le deuxième, j'en ai un dans le 12e. Les rentas, elles sont complètement différentes. Une salle dans le deuxième, ça se loue 1 700 € par mois. Une salle dans le 12e, ça va être 1 100. Une salle dans le 20e, c'est plus 900. Et à Limay-Brévannes, c'était 500, 600 €. Ouais. Donc, en fait, après, par rapport au prix, en réalité, tout ce qui est région parisienne, t'as des rentas qui sont beaucoup plus élevés. Parce que quand tu cherches un appart dans le deuxième, là, tout de suite, tu te fais exploser. Donc, ta renta, elle est pas, on va dire, elle est pas exceptionnelle, mais elle reste quand même bonne. Tu es toujours sur du 7-8%. Donc, tu es quand même sur des bonnes rentas. 7-8% à Paris, c'est quand même assez C'est quand même, exceptionnel. ouais, c'est quand même exceptionnel. Et donc, comment tu les sources ces biens-là? Est-ce que tu fais les travaux pour que ça soit clé en main fini un petit peu au locataire? Est-ce qu'il fait des travaux lui-même? Il aménage son Non, c'est espace? vraiment, tu livres un truc clé en main, parce que tu as quand même pas mal. C'est la petite contrainte, en fait, du médical, c'est que tu as quand même des contraintes d'accessibilité. Donc ça, c'est le côté, il faut que tu trouves un local rez-de-chaussée premier ou premier avec ascenseur. Donc ça, c'est la petite contrainte avec des portes grandes, des couloirs assez grands. Et après, tu refais tous les travaux à l'intérieur systématiquement. Donc tu as quand même un coût travaux. Et tu livres en fait une presta clé en main avec une salle d'attente qui est faite, juste les salles qui sont vides. Et le professionnel, lui, derrière, il va meubler sa salle et s'installer. Ok, génial. Et donc, tu as revendu aussi des cabinets comme ça, en fait, ou avec des rentabilités, avec déjà des... Non, je les ai tous gardés. Tu les as tous gardés Ouais. pour l'instant? Ouais, Ok. ils sont tous pleins. Ouais. Et voilà. Et c'est rentable, donc Ouais, peut-être pas les ouais. vendre Non, tout de suite. non. Pour l'instant, en tout cas, pas pour l'instant. Ça marche nickel. Écoute, on en vient un petit peu sur ton expertise finalement de marchand de biens. Est-ce que tu peux nous dire l'expérience que tu as eue avec donc ton associé dont j'ai oublié le prénom? Pierre Benoît. Pierre Benoît. On peut dire Pierre, c'est tout le monde. Tout C'est le monde plus simple. Ouais. Tout le monde l'appelle Pierre. Ouais. Pierre, bah écoute Pierre, c'est quoi votre expérience dans la partie marchand de biens? Quel nombre d'opérations vous avez fait, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus avant de parler de Mabrikimo? Ouais. Déjà, on a tous les deux notre expérience passée où on a fait pas mal d'OP ensemble. Donc là, ça fait 1 an. Donc on est sur une dizaine d'opérations. Comme je t'ai dit tout à l'heure, plutôt des apparts en réno, des terrains avec des permis, des divisions, des choses comme ça. Donc on commence à avoir pas mal d'expérience. Après, moi, j'ai pas mal d'expérience en gestion d'entreprise, etc. Donc ça m'aide aussi communication. Donc ça m'aide pas mal. Et du coup, en fait, on s'est dit, on veut vraiment aller plus vite sur cette partie marchand, développer. Mais pour développer, il te faut aussi des outils. Et en fait, on a regardé ce qu'il y avait sur le marché. Et en fait, on s'est dit, c'est quoi cette histoire? Il n'y a rien du tout, en fait, qui existe. Alors, tu as des logiciels de promoteurs, mais qui coûtent une fortune et qui sont pas du tout adaptés. Et tu as des logiciels d'investissement locatif. Et pareil, c'est pas du tout adapté pour l'activité de marchand. Donc là, on s'est dit, mais en fait, comment on va faire? Parce qu'on vient tous les deux de boîtes où en fait, c'était très quand même standardisé. On avait mis en place beaucoup de choses, lui comme moi, dans nos propres entreprises. Et en fait, on se disait, mais comment on va suivre nos projets? Et on a vu que là, on se marchait un peu dessus sur les tableaux Excel, sur le Drive, t'as mis le doc, non, je sais pas mis le doc, il est où? On le retrouve plus. On s'est dit, il nous faut absolument un outil. Donc au départ, on s'est dit, on va se développer un petit truc pour nous. Et après, on s'est dit, bon, allez, on se lance dans l'aventure et on développe vraiment une vraie solution pour les marchands, et du coup, qui s'appelle Mabrikimo. Ok. Et du coup, c'est quoi Mabrikimo? Alors, Mabrikimo, du coup, c'est un logiciel, donc une plateforme SaaS de gestion d'activité du marchand de biens. Donc, c'est une plateforme où tu peux vraiment gérer ton projet de A à Z, donc de la visite jusqu'à la revente, même la commercialisation, je pourrais t'en parler après, et qui te permet vraiment de suivre toutes les étapes, donc notaire, urbanisme, ton financement, toutes les étapes du marchand pour avoir de la data, du reporting et pouvoir être sûr de rien oublier quand tu fais tes projets. Ok. Et par rapport finalement à... Est-ce que vous êtes déjà des concurrents dans votre domaine? Et Alors, par rapport à eux, qu'est-ce que vous apportez comme différence?
Alors, il y a eu un concurrent qui s'est lancé pile en même temps que nous, Ouais. alors qui a déjà sorti sa solution. Nous, ça sort lundi. On a une grosse version bêta qui sort lundi Donc et qui quand le sera. podcast sortira, ça sera sorti depuis à peu près 3 semaines. Voilà, exactement. Et du coup, il y aura donc pendant un mois. C'est gratuit l'utilisation, puisqu'on est en version bêta. Donc le but, c'est de d'éprouver au maximum la plateforme, de détecter tous les bugs, toutes les améliorations qui seraient possibles. Et de sortir en gros pour le 19 janvier la version officielle. Oh ben, à peu près la semaine de sortie du Voilà, podcast. c'est Donc parfait. je crois que ça sera la deuxième semaine de janvier Parfait. qu'on sortira ce podcast-là. Donc ok, super. Ben, écoute, on mettra le lien en tout cas pour ceux qui Ouais. veulent essayer, Ouais. qui sont intéressés par la plateforme. Et donc du coup, c'est quoi finalement tout ce que vous apportez en plus que n'apporte pas une solution? Moi, j'utilise le Drive par exemple pour Ouais. mes opérations de marchand. Qu'est-ce que vous allez pouvoir m'apporter de plus que ce Drive-là? Alors déjà en fait, comme je t'ai dit sur la plateforme, tu peux vraiment gérer toutes les étapes de ton OP. Donc ça va commencer par ton estimation. Donc tu as un outil, on est relié au cadastre, à DVF, à l'INSEE. Donc ça va te sortir une fiche d'estimation. Alors on prétend pas remplacer un meilleur agent, etc. Mais ça permet quand même chaque étape, ça va te permettre d'éditer automatiquement des documents. Et à la fin de te retrouver avec un dossier bancaire qui fait entre 30 et 40 pages, qui est complet et que tu peux donner directement à la banque. Ça, Ok. c'est vraiment l'objectif à la base. Parce qu'en fait, si tu veux, le dossier bancaire, nous, ça commençait à être vraiment pénible. Ça te prend beaucoup de temps. Il y a des trucs type la fiche de patrimoine immobilier où tu dois aller chercher dans tous tes tableaux d'amortissement. Moi, j'ai quand même pas mal de locatifs et Pierre aussi. Donc, aller chercher au mois de décembre 2023 ton capital restant dû de tel prêt, tel prêt, tel prêt. Enfin, c'était quand même assez éprouvant. Donc, le but, c'est d'automatiser tout ça. Donc, au départ, tu vas créer en fait tes fiches profil, donc tes fiches d'associés et tes fiches entreprises qui vont se générer automatiquement. Donc, tu vas mettre tous les prêts que tu as, tu intègres tes tableaux d'amortissement. Et si tu fais un prêt en janvier 2024, ça va te sortir un tableau de patrimoine immobilier préfet avec les bonnes dates, etc., les bons montants, automatiquement. Tu vas mettre ta carte d'identité, tu vas mettre ton contrat de mariage, vraiment tous les documents qu'en fait la banque va te demander et que tu retrouves jamais. Parce que même si tu as un drive qui est pas mal, en général, il t'en manque. Donc là, tu les saisis tous et du coup, ça te permettra de les retrouver après. Donc il y a toute cette partie en fait configuration. Et derrière, tu vas gérer ton opération. Donc, tu as l'estimation, tu as ta simulation, tu as ta partie. Tu peux générer automatiquement ton offre d'achat, parce que tu as saisi pas mal d'éléments avant. Donc, tu mets la date maximum, tes conditions suspensives, boum, ça te génère ton offre que tu peux envoyer directement. Derrière, tu vas en fait saisir ton projet, donc ce que tu achètes et ce que tu vas en faire. Un peu comme une agence IMO, tu mets le nombre de pièces, la surface, etc. Derrière, tu vas chez le notaire. Donc pareil, tu mets tous tes documents notaires, tu fais ton URBA, tu mets tous tes documents URBA. Donc c'est vraiment par étapes. Et tu arrives à la partie financement. Donc là, tu vas mettre tes différentes options de financement et tu génères ton dossier bancaire par rapport à tout ce que tu as saisi précédemment. Donc tu gagnes vraiment un temps incroyable. Et demain, tu as besoin de savoir la renta de tel projet, tu l'as en un clic directement. Ok. Ce que nous, on s'en est rendu compte. Aujourd'hui, tu me demandes la renta précise d'un projet qu'on a fait il y a 6 mois, je peux pas te la sortir. Parce Ouais. que, en fait, tu sais, t'as toujours des coûts que t'as pas intégrés. À la fin, en fait, t'en as un peu marre de ton chantier. Du coup, tu payes les trucs, mais tu sais plus ce que t'as payé. Là, tu peux rien oublier parce que t'as une partie synchronisation bancaire. Donc, tu vas pouvoir gérer tes dépenses. En gros, tous les jours, t'as tes dépenses qui arrivent de ton compte bancaire et tu vas les catégoriser par opération, par lot, avec la TVA, etc. Et donc, ça te sort une marge réelle à la fin de ton projet. Génial. Franchement, un super projet. Ouais, Euh, franchement, Vous répondez à une vraie Ouais. frustration, à un vrai besoin qu'il y a dans ce marché-là. C'est orienté donc vraiment que pour les marchands de biens parce que j'ai pas la stat du tout de combien il y a de marchands de biens en France. Tu dois peut-être l'avoir. Alors, c'est très compliqué d'avoir les chiffres exacts. Quand tu regardes, on va te dire qu'il y a 30 000 marchands de biens en activité principale Ouais. en France. Mais tu tapes sur LinkedIn marchand de biens, Ouais. tu as 350 000 mecs qui ont marchand de biens dans leur titre LinkedIn. Ok. Donc c'est quand même énorme. Énorme, ouais, c'est clair. Et c'est un marché, au final, on pense que c'est un petit marché. Tu as de plus en plus de gens qui, en fait, veulent aussi faire ça. Alors, est-ce qu'ils vont réussir? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, tu en as de plus en plus qui veulent le faire avec toutes les formations qu'on voit. Voilà, c'est vraiment un métier où Ça a le vent en poupe en ouais, ce ça a le vent en moment. poupe. C'est Après, est-ce que ça intéressant. va tenir? On ne sait pas. Mm. Mais tu en as quand même beaucoup, des agents IMO qui veulent devenir marchands. Dans les promoteurs, tu en as plein qui font aussi du marchand. Donc, pas forcément en activité principale. Mais du coup, c'est des gens
qui sont pas du tout structurés, donc ont besoin aussi d'une structure, et je pense qu'on répond du coup à ce besoin-là. Ok, ça marche. Donc, par contre, c'est pas du tout fait pour les promoteurs, pour les autres personnes qui font différents types Non, pas du tout. C'est vraiment, d'opérations. tout est fait, et c'est ce qu'on voulait, hein, parce qu'on voulait pas une plateforme générique, on voulait une plateforme dédiée marchand de biens. Mm. Et du coup, tous les partenaires qu'on associe dans cette plateforme, c'est aussi des partenaires qui sont vraiment spécialisés sur le marchand. Ok. Et on vient à la question fatidique du prix. À quel montant vous avez mis l'abonnement finalement à votre SaaS? Donc en fait, il y a deux offres. La première, elle est gratuite. Donc là, elle te permet de suivre ton projet. Vraiment, tu peux faire ton projet de A à Z. Sauf que tu vas pas pouvoir automatiser la lettre d'offre. Tu vas pas pouvoir faire ton dossier bancaire. Tu vas pas pouvoir télécharger de fiches récap. Donc tu es quand même limité. T'as pas de synchronisation bancaire. Mais tu peux quand même tout saisir. Donc tu peux l'utiliser. Donc ça, celui qui fait une OP dans l'année et qui a pas besoin de faire un dossier bancaire ou quoi, il peut quand même l'utiliser. Et après, tu as l'offre du coup pro, donc là qui est à 39 euros hors taxe par mois, ou 390 euros hors taxe l'année. En gros, tu as 2 mois, offerts. Il n'y a pas d'engagement. Donc tu peux résilier d'un mois sur l'autre si ça te convient pas. Ça, on voulait aussi, c'est un point important. Nous, notre objectif, c'est pas de bloquer les gens. C'est pas de leur dire, voilà, on t'engage sur un an, t'es bloqué, c'est fini. Si ça te plaît pas, tu pars. C'est à nous de faire le travail pour que ça te plaise et que tu restes. Donc on a toute une roadmap avec plein de nouvelles fonctionnalités qui vont être hyper intéressantes. Mais du coup, on voulait rester sur un prix vraiment accessible. Et quand tu regardes par rapport à toutes les prestats qu'a besoin d'un marchand, que ça soit le comptable, que ça soit l'assurance, mais en fait, c'est le poste le moins cher que tu auras. Et qui te permettra au final, avec tous nos partenariats, de gagner de l'argent, puisqu'en fait, on négocie pas mal de choses sur les partenaires pour être plus compétitif sur les différentes prestations. Ok. Comment vous l'avez créé le SaaS? C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun de vous deux qui était tech? Non, aucun de nous deux n'est tech. Alors moi, je suis quand même très digital, puisque Ok. dans mon ancienne boîte, j'ai mis en place pas mal de choses, notamment on avait mis en place toute une plateforme de formation en ligne qu'on a créée de A à Z qui a cartonné. Donc du coup, je suis très à l'aise avec la partie digitale, mais après, je développe pas. Donc là, on passe par des agences qui nous font le développement, mais en tout cas, c'est nous qui vraiment avons conçu toutes les briques, tous les éléments. Ok. Pourquoi Mabrikimo? Pourquoi ma brique? Pourquoi Alors, le nom? tu sais, je me fais tout le temps en plus un peu charrier là-dessus. Mes potes, ils disent Mabrouk, Mabroukimo. Non, ma brique, en fait, c'est. Alors, déjà, c'est hyper dur de trouver un nom C'est dans clair, l'IMO. quand on se lance dans C'est l'immobilier, très, puis il y a très, très tellement dur. de choses. IMO, déjà, il y a tout le monde qui a IMO. Enfin, c'est vraiment très, très dur. Donc, pourquoi ma brique? En fait, c'est le marchand. Quand tu regardes, en fait, il doit être hyper complet, le marchand. Il doit bien gérer l'urba, il doit bien gérer la partie notaire, la partie financement, la partie travaux. Donc on s'est dit, tout ça, en fait, c'est des briques que tu assembles les unes après les autres. Et puis, t'es marchand, donc c'est une maison, c'est des briques. Donc voilà, c'est Mabrik. parti de ça. C'est ma femme qui avait trouvé ça et on a trouvé que c'était sympa. Donc on est parti dessus. C'est elle qui a trouvé le nom. Pas mal. Elle a bien aidé là pour le coup. Ouais, elle a bien aidé. Ouais, Parce que c'est ouais, pas facile quand hyper tu dur, crées le franchement. naming d'une Ouais, c'est boîte, très, très surtout dur. dans l'immobilier, je pense. Dans l'immobilier, Faut être très très compliqué. créatif. Il y a 1 million de boîtes Ah dans ouais. l'IMO, donc très compliqué. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez un objectif de résultat avec Mabrikimo? C'est quoi que on peut vous souhaiter là sur le lancement? Parce que donc tu le lances lundi, comme tu l'as dit. C'est quoi que vous attendez sur les premiers jours que vous voulez tester? Alors, sur les premiers jours, alors, déjà sur les préinscriptions, on a eu quand même pas mal de monde, parce qu'on a eu plus de 500 préinscriptions. Donc, on sait que les gens, déjà, au départ, ils vont aller tester. Donc maintenant, ce qu'on espère, c'est que ça va leur plaire. On a fait pas mal de démos, ça a l'air de pas mal plaire, mais bon, il faut voir quand même dans l'usage réel. Donc nous, notre objectif d'ici 3 ans, c'est d'être à 1500 marchands sur Ok. la partie payante. Et donc on estime à peu près au total 3000 au global. On estime qu'il y en a un sur deux qui vont s'abonner. Donc un qui utilisera la version gratuite et l'autre la version payante. Donc à peu près 3000 marchands sur la plateforme d'ici 3 ans. Ça, c'est vraiment notre objectif. Ok, ça marche. Donc Et c'est pas non plus, tu vois, un objectif ultra, ultra ambitieux vu le ouais. nombre de marchands. Mais bon, c'est un marché qui a créé. Ça aussi, c'est pas simple. Je l'ai vécu avec la partie ostéopathie. Quand il y a un truc qui n'existe pas, le faire connaître, c'est pas toujours évident. Donc, Mais c'est ce que j'allais te demander. Comment vous allez faire pour vous faire connaître? C'est quoi les axes de développement qui peuvent aussi servir à nos auditeurs qui sont entrepreneurs et qui ont aucun rapport avec l'immobilier, qui sont en train de lancer une marque de chaussures, je sais pas, un bouquin de cuisine. Comment tu fais pour mettre en avant ton projet? alors, nous, on a deux axes de travail qui sont vraiment clairs.
Le premier, c'est toute la partie web avec le référencement naturel. Ça, je l'ai vraiment testé sur mon ancienne boîte. On sortait de nulle part. Des organismes de formation, il y en avait mais déjà beaucoup. Et on a réussi à se différencier, alors avec une offre très spécifique, mais on s'est différencié et on a été très très bon sur le web. Ce qui fait qu'en fait, nous, tu vois, on n'avait même pas de commerciaux. Pourtant, on faisait quand même un chiffre d'affaires conséquent, mais on n'avait pas de commerciaux. C'était que de l'appel entrant. Et donc là, c'est ce qu'on va Ah ouais, essayer c'est énorme. de générer aussi avec la partie marchand. Surtout que le process, au final, il est plus simple. Sur mon ancienne boîte, on vendait à des DRH. Pour toucher des DRH, c'est pas non plus ultra simple. Tu prends pas ton téléphone, tu l'appelles et je vais te vendre ça. Donc, il fallait vraiment être bon. Donc, la partie référencement web et après les réseaux. Ce qui est bien avec les marchands, c'est qu'ils sont très, très, très présents sur les réseaux. Donc, ils sont, j'ai envie de dire, plus facile à toucher parce que sur Insta, sur LinkedIn, en fait, il y en a de plus en plus. Donc c'est surtout là-dessus qu'on va axer aussi notre stratégie. Ok. Et quelle sera votre rémunération, j'ai envie de dire c'est quoi vos sources de revenus que vous allez avoir sur votre projet? Il y en a deux. La première sur l'abonnement, bien sûr. En Ça, c'est récurrent? toujours intéressant sur les plateformes SaaS, c'est l'abonnement récurrent. Alors après, il faut réussir à garder les gens. Mais quand tu les gardes, du coup, tous les mois, ils s'additionnent. Donc ça, c'est plutôt un modèle intéressant. Et après, ça va être aussi sur les partenaires qu'on va associer à la plateforme. Ça va être nos deux sources principales. Ok. C'est vrai que ton modèle où tu peux te désabonner à tout moment, C'est un risque. alors je trouve ça génial en tant que client, mais je sais pas si, tu vois, je me mets à ta place, je sais pas si je l'aurais fait. Parce que je me dis, franchement, ou alors à un prix plus cher, j'aurais mis un abonnement au mois plus cher, où tu peux te désengager quand tu veux, et un abonnement beaucoup moins cher, où tu peux par contre Ouais, non, c'est sortir un à tout risque. moment. C'est un risque. Après, le marchand, encore une fois, c'est entre guillemets, alors t'as beaucoup de sociétés avec plusieurs personnes, Ouais. mais la majorité, c'est une personne. Donc, faut pas non plus être sur un abonnement qui soit trop important, parce que je pense que ça peut être vraiment un frein pour le coup, surtout pour les nouveaux marchands, tu vois, qui se lancent, qui se disent, si je dois mettre 100, 150 euros par mois, ça commence à chiffrer Ouais, c'est clair. sur l'année. Donc là, 39, bon, allez, vas-y, 39, je vais tester au moins. Et après, ça me plaît, je reste. Donc ça, au départ, c'est vraiment d'attirer et que le process de décision, il se fasse plus rapidement, qu'il y ait moins de réflexion. Se dire, bon, 39 euros, je prends pas de risque. Tu vois, je mets... Et qu'au bout de quelques mois, finalement, il passe sur l'abonnement annuel et puis. nous, le but, c'est sur l'abonnement annuel et qui du coup qui gagne ses 2 mois. Voilà, qui gagne Ouais. ces 2 mois et que finalement, par contre, il soit engagé C'est ça. sur la période C'est et ça. sur l'année. Après, on se dit, tu vois, c'est souvent le cas dans les plateformes. Quand tu commences avec une plateforme, que tu as commencé à saisir 5, 6 projets, c'est difficile de sortir en réalité. Ouais, non, ouais, tu peux pas. Donc c'est pour ça, tu mets pas d'engagement, mais en réalité, la personne, elle est un peu engagée parce que c'est contraignant de sortir d'une plateforme. Donc on mise aussi là-dessus. Mais on voulait pas que la personne elle dise, je m'engage sur 1 an tout de suite. Ça, je pense que ça peut être bloquant. En tout cas, moi, c'est des choses qui me bloquent quand on me le demande. Donc, je voulais pas que ça soit bloquant. Ok. Sur le développement de Mabrikimo, c'est quoi les axes que vous allez avoir sur le recrutement des personnes, d'un point de vue marketing et même vous deux en tant qu'actionnaire de la société, est-ce que vous allez être les mains dans le cambouis entre guillemets dans la société, vous allez continuer la partie marchand, ça va être quoi votre organisation? On va continuer de toute façon la partie marchand, parce que ça reste à la base quand même notre objectif principal, et c'est ce qu'on aime, etc. Après, moi, j'aime toute cette partie start-up, tu vois, tu fais des prêts à des investisseurs, moi, c'est ce que j'aime, la partie, parce que marchand, tu vois, t'es un peu aussi tout seul, tu fais tes petites OP un peu dans ton coin, t'as pas de visibilité. Moi, j'aime bien être un peu visible, pouvoir communiquer. Donc, on aura forcément une partie opérationnelle dans ma brique. Après, ça va être de recruter aussi des équipes avec des spécialistes, tu vois, des spécialistes du digital, etc. Mais ça, c'est pas une plateforme qui va nous demander en fait beaucoup de ressources humaines. Donc ça, c'est ce que je voulais aussi par rapport à ma précédente expérience où on avait 30 personnes en interne et en gestion, ça commence à être lourd. Donc moi, je veux éviter au maximum de trop développer. D'avoir des salariés, etc. Ouais. T'as eu des mauvaises expériences par le passé? Pas des mauvaises, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile de manager aujourd'hui. Ouais. Les gens sont de plus en plus exigeants, tu vois, sur le télétravail, sur le bien-être au travail, etc. Donc ça devient quand même de plus en plus complexe. Et puis, en fait, c'est gérer les problématiques de tout le monde. Donc, plus t'as de monde, plus moi j'ai du mal à vraiment, je sais que c'est un gros défaut, mais à déléguer à 100%. Ouais. Du coup, plus j'ai de monde, plus je regarde ce qui se passe et plus en fait j'ai envie de refaire les trucs et tout. Donc non, je veux pas me relancer dans une usine à gaz. Ok, ça marche, nickel. Sur la partie marchand de biens, toi, si on repart sur cette partie-là, c'est quoi que tu vas mettre en place sur 2024?
Alors sur 2020, bah, ça va être de faire encore plus de projets. Ouais. Plus de projets. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'avec la plateforme, au final, on se fait pas mal connaître, même auprès des autres marchands. Et du coup, bah, en fait, on vient nous solliciter aussi un peu spontanément sur certains projets. Donc ça peut nous permettre aussi de se développer. Et surtout, ça va être de pouvoir attaquer des plus grosses opérations. Parce qu'en fait, quand tu es en région parisienne, tu vois, quand tu es jusqu'à 1 million, 1,5 million d'OP, bah là, tu as tout le monde qui est là. Quand tu dépasses les 1,5 million, 2 millions, tu as quand même beaucoup moins de monde et tu as des marges qui sont aussi plus importantes. Donc ça va être d'essayer de passer bah, sur ce stade de grosses OP. Ok. Et pour finalement avoir moins de concurrence, Moins de plus de Ouais, facilité à exactement. trouver les Et des projets. projets aussi plus intéressants, tu Hmm. vois, des petits immeubles dans Paris. Hmm. Voilà, c'est des projets qui sont super sympas. Et puis finalement, le temps que tu passes sur une opération, il est quasiment le même. Ouais, J'ai bien quasiment parce que c'est pas forcément vrai dans chaque cas, mais sur une opération à 1 million où tu fais des travaux, ou que sur une opération à 5 millions où tu fais des travaux. Tu as exactement. d'autres échelles de problèmes, mais par contre, le temps Le temps sera le même, donc au passé. final, après, c'est sûr que tu prends plus de risques, tu payes t'as plus de financement, etc. Mais c'est vrai que tu as raison, en fait, tu passes quasiment le même temps parce que la démarche, bah, tu vas la faire à la mairie, ça sera la même, ton archi, ça sera le même. Hmm. Donc en fait, tu te retrouves avec les mêmes problématiques, le même temps, mais avec des marges qui sont beaucoup plus importantes. Ok, c'est marrant dans ton profil de dire que bah, tu peux être entrepreneur et faire des projets qui sont quand même immenses, des gros projets sur Paris, etc., avec des marges quand même hyper correctes, et qu'à côté, tu as pris le temps, alors que en plus tu viens d'être papa, etc., de monter un projet comme ça, Mabrikimo, qui est un SaaS, il y a un risque que ça ne fonctionne Ouais, pas, bah bien sûr. etc. C'est quoi qui t'a motivé à ce point de te dire je vais créer ce projet-là en parallèle de tout ça? Bah, je t'ai dit, moi j'aime bien quand même avoir de la visibilité, pouvoir communiquer. Et ça, c'est quand même plus difficile en tant que marchand. Parce que, ok, tu vas montrer tes OP, une OP, deux OP, trois OP, au bout d'un moment, voilà, tu tournes un peu en rond. Euh, et je voulais pouvoir bah, développer une communauté. Et il y avait vraiment pour moi un gros manque sur les marchands. Donc ça me paraissait en fait logique. Et pour moi, c'est l'entrepreneuriat, j'adore ça. Donc c'est un nouveau challenge de me dire, il n'y a rien qui existe, tu vas faire exister un truc de nouveau. Donc c'est vraiment un challenge au final excitant, tu vois. Plutôt perso, de se Ouais, dire, ouais, ok, ouais, il va y avoir un truc. c'est ça. Bah De se écoute, dire tu pars génial, de zéro, potentiellement ça peut devenir un gros truc. Donc ça serait cool. génial, parfait. J'ai deux dernières questions pour clôturer ce podcast. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, un conseil qui t'a vraiment tout impacté, que ce soit sur ta première activité, qui n'a rien à voir avec l'immobilier, ou alors un impact purement immobilier. Je sais pas si tu as un conseil qui te vient en tête. Moi, il y a un conseil, c'est de prendre des risques. C'est vraiment, je pense que en entrepreneuriat, que ce soit dans l'IMO ou dans n'importe quel domaine, si tu prends pas de risques, tu pourras jamais réussir. C'est pas possible. Parce que en fait, bah, tu vois, dans l'IMO, il y a des OP, en fait, personne n'y croit. Il y a toi, t'y crois. Bah, en fait, si t'es tout le temps en train de dire, ah ouais, mais là, il y a ça qui peut mal se passer, il y a ça qui peut mal se passer, les chiffres sont un peu limites et tout. En fait, tu fais jamais d'OP. Et t'as plein de marchands, hein. Ils analysent 5000 dossiers dans l'année pour faire une OP, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, il y a toujours un truc. Mais en fait, si tu vas jamais, alors ouais, peut-être tu vas louper. Il y a des trucs que tu loupes, mais peut-être que tu vas réussir. Et si tu réussis, en général, c'est là où tu prends les risques Mm. que tu vas faire des plus grosses marges. Donc moi, c'est vraiment, et c'est valable pour tout. Moi, tu vois, dans mon ancienne boîte, j'ai pris des risques sur plein de choses. Toute personne n'y croyait. Au début, quand je disais aux gens, je vais envoyer des ostéopathes dans les entreprises, je me disais, mais n'importe quoi, en fait. Pourquoi tu veux? Il y a déjà des médecins du travail, il y a Ouais. déjà ci, il y a déjà ça, il y a déjà des ergonomes. Ça marchera jamais. Les gens, pourquoi ils iraient sur place? Ils veulent aller en cabinet. Et ça a super bien marché. Et en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça, sur de la prise de risque, sur de la créativité, des nouvelles, des nouveautés. Et surtout d'aller vite. En fait, c'est ça aussi, c'est la deuxième chose. Si tu attends que ton truc soit toujours parfait, ben en fait, tu le sors jamais. Donc là, tu vois, on va sortir une version bêta. Ben, je sais qu'il y aura potentiellement des problèmes, mais au bout d'un moment, sinon, ben, je la sors dans 1 an, ma solution. Donc c'est aussi d'aller vite pour être plus en avance sur les autres. En fait, plus tu t'arriveras à être en avance, plus en fait, tu seras le meilleur et... Au moins, tu testes ton marché, tu parles Ouais, à tes clients c'est potentiels ça. et tu l'améliores avec eux, finalement, Exactement. ce process-là. Parce que en fait, Ouais. tu peux, quand tu développes un produit et que tu veux aller au bout du bout, en fait, tu vas te rendre compte, l'utilisation, qu'en fait, non, c'était pas ça. Et Mm. tu vas devoir refaire plein de modifs. Alors que là, tu le fais évoluer. Et ça, dans le business, c'est très important de le faire évoluer en fonction des demandes de tes clients.
Ok, ça marche. Il y a des premiers marchands qui ont testé la plateforme ou pas du tout? Alors on a fait plein de démos. Ouais. En fait, pour l'instant, personne l'a testé On a accès réellement. en gros. Non, ouais, mais on a fait plus d'une centaine de démos. Ouais. Donc il y a des gros groupes de marchands et des petits marchands individuels. Et pour l'instant, on a vraiment des super retours. Donc on s'attendait vraiment pas à ça au départ. Donc on a hâte de la sortir et on est super content pour l'instant du premier jet. Ouais. En tout cas, nous on l'utilisera, on sera nos premiers clients. C'est déjà ça, au C'est moins. déjà ça, on sera deux. Écoute, c'est parfait. Merci à toi, Yannick. Merci à Où est-ce toi. qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi? Alors sur LinkedIn principalement, moi j'aime bien, c'est vraiment un réseau que je trouve quali et que j'aime bien. Ouais. Donc sur LinkedIn, sur mon compte perso ou sur le compte de ma brique Imo. C'est vraiment les deux. Où tu réponds. Je réponds à LinkedIn, on est très réactif, ça fonctionne bien. Bon bah super. Merci Yannick. Bah, merci à toi. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.